Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre et de l'excellence NEC Plus Ultra, qui s'apprête comme vous à passer quelques jours de vacances. Aujourd'hui, je vous propose un best-of, c'est-à-dire de voir tout de suite et de revoir les reportages qui ont le plus plu et qui nous ont intéressés. Sommaire. Le grand dîner de la 26e Biennale des Antiquaires. Roland Darras, pas des doigts d'or, mais travaille l'argent, un orfèvre d'exception. Un horloger qui aime les complications visite de ses ateliers. Pour commencer, je vous ramène en septembre dernier. C'était le dîner de gala de la 26e Biennale des Antiquaires. Invité prestigieux au Pays des Merveilles, ça commence bien. Pour assister au dîner de gala de la 26e Biennale des Antiquaires, 14 000 invités triés sur les plus jolis volets de la planète ont rivalisé d'élégance pour saluer Christian Dédier, le président du syndicat national des antiquaires, et les 150 exposants qui, eux, ont rivalisé de génie créatif en présentant les objets, des meubles et des bijoux exceptionnels. Des stars par dizaines, mais pas seulement. Mais là, c'est quand même tous les gens qui viennent féliciter la France de toute sa culture, montrer leur intérêt pour la culture, le savoir-vivre à la française et tous les arts français qui ont quand même permis d'épanouir la France dans le monde entier. Le président du syndicat national des antiquaires, accompagné de stars de la profession et d'une équipe de choc, ont fait le tour du monde pour éveiller la curiosité qui sommeillait au cœur de collectionneurs qui s'ignoraient. Le petit tour du monde nous permet d'avoir identifié à peu près 2/3 des visiteurs de ce soir sont des étrangers, ce qui est très important, et 1/3 sont des gens qui n'étaient jamais venus à Paris en biennale et qui viennent pour la première fois, qu'on fait le déplacement, que ce soit des gens qui viennent de Turquie, d'Ukraine, de Chine, de Taïwan. Donc on a vraiment une sélection de collectionneurs et d'amateurs qui sont venus du monde entier. Et je pense aussi le succès est dû à la haute joaillerie, parce que la haute joaillerie a joué un rôle très très important sur cette biennale. Ils ont considéré que la biennale était le salon incontournable au monde pour présenter leur collection, et tous ont travaillé pendant 2 ans pour créer des collections spécifiques biennales. Et ça, c'est le must. Mais pas seulement. Si la Biennale des Antiquaires montre le meilleur des chefs-d'œuvre de l'art et de l'art de vivre, elle génère aussi une économie non négligeable. Le beau est une énergie qui tire vers le haut, une soirée exceptionnelle qui fait le bonheur de beaucoup. 600 personnes ont travaillé pour cette soirée. Tous ces étrangers qui vont venir vont dans les plus beaux hôtels, vont aller dans les meilleurs restaurants parce qu'ils veulent découvrir la cuisine française, l'ambiance française. Toutes les dames vont passer faire du shopping, même si les mêmes marques françaises se trouvent dans leur pays, elles vont avoir plaisir à aller à Paris et vont passer des commandes assez importantes. Il y aura tous les photographes, tous les chauffeurs, puisque tous ces gens-là vont circuler en voiture, donc auront des chauffeurs, vont aller visiter des musées. Tout ça, c'est un travail qui tourne autour de la Biennale, qui est très important. Et au niveau des constructeurs, on a eu près de 2500 personnes qui ont travaillé sur la construction de la Biennale. La scénographie est réalisée par le génie insatiable qu'est le couturier touche-à-tout Karl Lagerfeld. Il connaît bien l'endroit. Toute ma vie, j'ai adoré le grand palais, même quand il y avait Béja qui lui avait son palais ici. Et quand j'étais enfant, je suis venu avec mes parents, c'était encore le salon automobile. On le sait, Lagerfeld ne fait pas les choses à moitié. Il a surveillé le chantier de ce décor exceptionnel. Un Paris stylisé pour loger les plus fabuleuses collections des meilleurs antiquaires de la capitale et du monde. Un enjeu de taille, une belle réflexion, une inspiration purement lagerfeldienne. Donc je connais très bien le Grand Palais. Dans un sens, c'est le cœur de Paris. Les galeries marchandes du 19e siècle français, les décors des expositions universelles du 19e siècle et en même temps les façades des boutiques de Paris au 18e. C'est un mélange des trois. C'est une évocation qui n'a pas de racines précises, mais qui évoque un univers disparu qui n'a jamais existé.
On salue le maître au passage pour cette ambiance juste, élégante, sans effet superflu. C'est la cuisine raffinée du chef Michel Guérard qui a régalé ses invités venus de Madrid, Taïwan, Buenos Aires, Moscou, Kiev, New York évidemment. La Biennale ne lésine pas sur la qualité et le sérieux de son patrimoine culturel et de son art de vivre. Si les antiquaires et galeristes montrent des chefs-d'œuvre, l'enjeu va au-delà des égos et de certaines foires aux vanités. C'est pas seulement le petit antiquaire qui est là pour faire de l'argent soi-disant, c'est quelqu'un qui va également enrichir le patrimoine français, puisque plus on va apporter d'objets en France, plus le patrimoine culturel va s'enrichir, les collections françaises, collectionneurs vont s'enrichir et ça va un jour terminer dans les musées. Donc c'est vraiment un chaînon. Donc si nous on travaille bien, si nous on fait quelque chose de bien, c'est pour l'avenir du patrimoine culturel français. La Biennale, c'est fini, mais nous reviendrons promis dans nos programmes pour passer en revue ces marchands de rêves. Roland Darraps nous a émerveillés avec un marteau et une feuille d'argent dont il fait des chefs-d'œuvre. Joli parcours que celui de ce maître d'art qui a commencé comme chaudronnier. Rencontre. Roland Darraps est un homme d'art et de manière. Cet orfèvre d'exception nous reçoit très simplement pour nous faire partager sa passion. Il a un parcours atypique, chaudronnier, mécanicien en aéronautique et verrier avec un artiste américain. C'est le travail du vitrail qui lui donne envie de créer. Il commence par des bijoux jusqu'à trouver son bonheur dans l'argent. Dans son atelier, tout est fait à la main selon des techniques ancestrales. J'ai commencé à faire des choses que je pouvais maîtriser, c'est-à-dire des petits objets. Et parce que c'est une technique, l'orfèvrerie, c'est une technique qui est très très vaste quand même. C'est de faire des grosses pièces, ça demande un temps fou. Et des pièces où on va passer 150 ou 200 heures, il faut déjà maîtriser la matière. On pensait avoir tout vu en matière d'orfèvrerie. C'était sans compter les créations modernes de Roland Darraps. L'orfèvrerie, c'est l'art de la table. Alors donc, toutes les pièces que je fais sont des pièces utilitaires. Je ne vais pas faire une pièce qu'on a déjà vue. Je vais créer quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est le but de la création, quand même. Ben voilà, ça se fait tout simplement. Ou alors, j'ai des gens qui me demandent, j'ai des clients qui m'ont demandé un lustre, qui m'ont demandé une paire de salières, qui m'ont demandé des croix. Je travaille pour l'art liturgique également. C'est très vaste, hein, de toute façon. C'est très varié. C'est un touche-à-tout. J'ai une formation technique, j'ai un CAP de chaudronnier, un brevet de mécanicien. Moi, je dessine mes pièces, donc il faut déjà que je les crée, que je les dessine. Je fais des petits dessins de profil. Hein. Je vais faire une théière, je vais faire un profil de théière. Mais moi, c'est surtout la forme que je travaille. Bon, des fois, c'est inspiré, c'est végétal plus ou moins, mais j'ai des petits carnets qui traînent un peu partout, puis je fais des petits crevards, des petits dessins, et je dessine comme ça. Et je vais creuser, je vais retravailler là-dessus, et puis ensuite aboutir. Puis à un moment, on se dit, oui, là, c'est bon, quoi. J'ai fait une forme en résine, c'est des résines époxy, que je mélange deux composants pour faire cette pièce, et j'ai formé ça là-dessus. Et il faut être concentré sur son travail quand même, parce que bon, il y a du travail de rétreinte où c'est vraiment un travail très physique quand même, où il faut frapper la matière et la former vraiment. Mais ensuite, comment on va faire un pied, comment on va le mettre, comment on va mettre l'anse et tout ça, c'est beaucoup de réflexion quand même. Quand je dessine une pièce, je pense toujours comment je vais la réaliser. Mais souvent, on modifie la conception en cours de réalisation parce que la matière parle aussi quand même. Il veut atteindre la perfection. Là, il faut que j'enlève tous les excès de brasure qui ont coulé un petit peu, là. Je vais la mettre un peu dans l'acide. Je vais en avoir pour 120 heures à peu près de travail là-dessus. Un travail de titan car il fait tout, de la création à la fabrication. Mais moi, je réalise tout, du dessin, la technique, la mise en forme, le moulage, parce qu'il faut faire de l'outillage aussi pour réaliser certaines pièces. Je suis parti d'un flanc qui fait 300 mm pour faire toute la rétreinte. Ensuite, j'ai soudé tout ce bord là qui est là, qui est celui-ci.
Et ensuite, je fais l'aspect de surface et après, je vais travailler tous les pieds. Moi, j'aime bien faire des pièces qui sont sensuelles et qu'on ait du plaisir à les toucher aussi. Hein. L'argent, c'est un métal qui est lourd. Hein. La densité, c'est presque aussi lourd que le plomb, la densité de l'argent. Hein. Et alors, quand on a une pièce d'orfèvrerie, une pièce en argent massif, bon, il y a la forme, il y a la sensualité, et puis il y a le poids qui compte. Tout ça, ça rentre en jeu. Hein, On voit la pièce, mais quand on la soulève, on a une autre impression encore. Les formes sont sobres, parfois massives, mais toujours très élégantes, comme pour ces chandeliers ou ce vase graine. L'orfèvre nous confie que son style a évolué. Alors moi, je fais de la ciselure, je martèle mes pièces différemment. Au début, c'était martelé, mais assez légèrement. Mais maintenant, je travaille plus la matière, l'aspect de surface, quoi. Et le travail de ciselure se fait comme ça, toujours avec de la cire à l'intérieur de la pièce, pour faire le décor. Roland Daraspe n'est pas qu'un homme d'argent. Pour certaines pièces, il ajoute de l'or, des pierres et d'autres matières précieuses. Par exemple, des poignées en ébène pour ce seau à champagne. Son luxe, faire ce qu'il aime. Moi, je choisis quand même ce que je veux faire, hein, que ça soit un peu dans mon élément, dans ma manière de travailler. Orfèvre reconnu, il a encore des envies. Mon rêve, de faire une belle pièce, d'abord d'utiliser des métaux précieux, comme l'argent ou l'or, de mettre quelques pierres et de rendre ça très beau. Grâce à son talent, tout ce qu'il touche se transforme en argent. En 2002, il a même reçu le titre de maître d'art par le ministère de la Culture. Pour terminer ce programme, je vous emmène en Suisse dans une manufacture horlogère pour vous raconter l'histoire d'un horloger de talent, Roger Dubuis, de Carlos Dias, un créateur de génie, et de leur fulgurante réussite. La maison Roger Dubuis n'a pas pris son temps pour atteindre les sommets de l'horlogerie. L'aventure commence il y a 17 ans seulement, avec la rencontre d'un entrepreneur et d'un maître horloger. En 1995, il y a deux personnes, dont M. Dubuis, qui ont décidé d'occuper un territoire qui était encore peu occupé par la haute horlogerie, à savoir une marque qui mettait au même niveau d'excellence une différenciation en termes de design et un contenu horloger extrêmement puissant. Et c'est comme ça qu'est né Roger Dubuis, avec sa première collection, où il y avait des mouvements de haute complication, avec le fameux poinçon de Genève, qui reste toujours d'actualité aujourd'hui, et un design qui était à l'époque révolutionnaire lorsqu'il est sorti. Créé il y a 125 ans, le poinçon de Genève est la garantie d'excellence. Ça signifie quelque chose déjà au niveau fabrication. C'est-à-dire que vous ne pouvez disposer du poinçon de Genève qu'à un certain respect de quelques critères clés, tels que, premièrement, avoir votre siège social et votre manufacture sur le canton de Genève. Or, comme chacun sait, le canton de Genève ne représente que quelques dizaines de kilomètres carrés, mais c'est là qu'est née la haute horlogerie, il y a maintenant plus de 250 ans, et l'esprit du poinçon de Genève est de perpétuer la belle horlogerie, comme elle était faite d'une façon historique au tout début de l'horlogerie en Suisse. Donc ça, c'est premièrement. La deuxième chose, le poinçon de Genève est apposé sur nos calibres que s'il répond à un certain nombre de critères de finition manuelle qui sont assez longs puisque chaque composant est terminé à la main. Ce qui suppose en finition environ 40% de temps de fabrication supplémentaire d'un mouvement poinçon de Genève par rapport au même mouvement qui ne serait pas fini selon les critères du poinçon de Genève. La maison entre en 2008 dans le giron du géant du luxe Richemont, une réussite spectaculaire pour un homme qui a commencé comme simple horloger. Alors, au début, jamais j'ai pensé que ça deviendrait une entreprise pareille. Moi, je me voyais avec une petite structure de 10-15 personnes. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Ça a tellement évolué qu'on a construit ici le premier bâtiment. Alors, à la manufacture, nous avons ici 250 personnes qui travaillent dans cet établissement. Nous avons environ une soixantaine de métiers que nous classifions toujours en 3 grandes catégories. Nous avons les métiers support, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on trouve dans une entreprise classique, c'est-à-dire les ressources humaines, la finance, la comptabilité, les ventes, etc. Nous avons les métiers horlogers, avec les angleurs, les prototypistes, les concepteurs, ceux qui travaillent sur la recherche et développement,
le montage des produits. Et puis il y a tous les métiers d'art qui sont très propres à notre manufacture et qui sont les sertisseurs, ceux qui travaillent sur l'émail, tous ces métiers qui forment les 60 grands métiers que nous avons au sein de cette manufacture et qui font que nous sommes 100% indépendants. La marque se joue même de la gravité. 7 ans de recherche ont été nécessaires à des ingénieurs horlogers pour développer un nouveau calibre réglé à la microseconde près. Pourquoi, comment? Donc, vous gardez les pieds sur terre et vous vous envolez pas parce que la terre vous attire. Cette attraction terrestre agit sur une montre en créant une attraction sur certaines pièces qui vont influer sur la précision de la montre, donc provoquer de l'avance et du retard en fonction des positions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné justement les éléments qui subissent des influences de l'attraction dans des positions très particulières pour que toutes les positions soient simulées à chaque instant. C'est une quête de la précision absolue, c'est toujours d'intégrer les problématiques du moment, typiquement la montre qui va dans toutes les positions, et c'est de répéter, d'avoir une créativité et d'interpréter l'horloger d'une manière différente. Une quête perpétuelle de l'innovation et de la perfection. C'est un peu l'ADN de la marque, c'est toujours de repousser les limites et de faire différent des autres. Des innovations techniques et esthétiques, la marque mise sur des montres au design contemporain et innove en matière de recherche. On commence par le dessin à la main, et puis on va construire cette montre sur ordinateur, et ensuite, grâce au fichier qui va être créé, on va créer des cires. C'est-à-dire qu'on a des imprimantes à cire qui vont nous fabriquer le volumique. Ça prend une nuit, et le lendemain matin, comme par magie, on retrouve une montre en cire, mais on a déjà les volumes très lisibles, et donc ça nous permet de progresser. Et ça permet à tout le monde aussi de comprendre, parce que quand on crée une montre, c'est pas uniquement le designer, toute l'entreprise est derrière. Les cadraniers, le fabricant, enfin les personnes qui fabriquent les mouvements, les personnes qui fabriquent le cadran, la boîte, etc. Pour imposer son image, l'horloger nous entraîne dans un univers extraordinaire. J'ai proposé un territoire de fantaisie qui permet de voyager. Toutes les visuels ont des choses cachées. Si on ouvre une porte, on libère la belle endormie. En même temps, il y a le fantasme qui ressort ici. C'est quoi? C'est l'âme, la brute âme, elle était coincée. On ne sait jamais. L'entreprise cherchait des personnalités plus que des stars pour la représenter. Ses ambassadeurs sont donc rares, Daphné Guinness et Tomer Sisley. On est une marque de niche, donc on n'a pas vocation à être mondialement connue. Par ailleurs, Tomer Sisley et Daphné Guinness sont évidemment sont des gens connus dans leur métier, mais sont des gens qui, lorsqu'on les interroge, ont des choses à dire. Et nous avons toujours apprécié le franc-parler, aussi bien de Tomer sur des sujets qui sont le cinéma, comme d'autres sujets par ailleurs, aussi bien Daphné, qui ont des partis pris qui sont forts, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et notre association avec ce type de personnage, eh bien c'est quelque chose dont on se sent assez proche, parce que Roger Dubuis est aussi une marque qui a beaucoup de choses à expliquer, à dire dans ses concepts produits, dans sa communication, dans sa manufacture. C'est une marque qui n'est pas typique de ce qui existe dans le milieu des marques horlogères en Suisse. C'est pas une montre. Si vous voulez juste savoir l'heure, vous regardez sur votre téléphone portable et vous avez l'heure. Et aujourd'hui, si vous portez une montre comme ça, c'est que vous aimez les beaux bijoux, c'est que vous aimez la belle mécanique, c'est que vous aimez l'intelligence humaine. C'est des maîtres qui travaillent là. C'est une tradition. C'est là un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Je trouve que c'est ça le poids de l'histoire, de l'amour véritable. Ça, je suis très fier de ces gens qui ont su garder l'esprit du début. Enfin, l'esprit, en tout cas, la façon d'exprimer l'horlogerie par une qualité qui est quand même remarquable. Dans ces ateliers, une nouvelle complication est déjà à l'étude, mais chut, c'est l'un des secrets les mieux gardés de la Suisse.
C'est sur ces images positives que se termine ce programme aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'Hôtel Résidence de nous avoir accueillis aux Maldives. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook, où vous pouvez voir et revoir notre émission pendant 3 mois. Au revoir.